Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est partout, mais alors vraiment partout dans nos vies, souvent sans même qu'on y pense. Le contrat. Quand on achète un café, quand on accepte les conditions d'une appli, ou même quand on promet de rendre un service à un ami, eh bien tout ça, ce sont des formes de contrat. Allez, c'est parti, on plonge ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière un accord qui nous engage. On va commencer direct avec la grande question que tout le monde s'est déjà posée. Une simple poignée de main, une promesse faite à l'oral, est-ce que ça a une vraie valeur devant la loi? On va y répondre, promis. Mais pour bien tout comprendre, il faut d'abord poser quelques bases. Voilà la définition un peu formelle. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les mots accord de volonté. C'est ça, la magie du truc. Ce n'est pas juste un bout de papier, c'est le moment où deux volontés, ou plus, se rencontrent, s'alignent et créent une obligation. Une promesse d'exécuter ce qu'on appelle une prestation. Et cette fameuse prestation, en fait, ça se résume toujours à l'une de ces trois choses. C'est aussi simple que ça. On peut s'engager à faire quelque chose, genre peindre un mur, à ne pas faire quelque chose, comme ne pas révéler un secret, ou alors à donner quelque chose, comme la propriété d'une voiture. Finalement, c'est assez élémentaire, non? Ok, mais attention. Pour que cette promesse soit plus qu'une simple parole en l'air et qu'elle ait une vraie force juridique, elle doit respecter certaines règles du jeu. Il y a des conditions qui sont absolument essentielles. Si elles ne sont pas là, l'accord ne tient pas la route. Et ces règles, elles sont en nombre de 5. 5 piliers. Si un seul de ces piliers manque, tout l'édifice risque de s'effondrer. Alors, voyons-les un par un. La toute première condition, c'est la capacité. Logique en fait. Pour pouvoir s'engager, il faut être considéré comme apte à le faire par la loi. C'est pour ça, par exemple, qu'un contrat signé par un enfant ou une personne sous tutelle n'est généralement pas valide. C'est une façon de les protéger. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, le cœur du réacteur, le consentement. C'est le oui de chaque personne. Et ce oui doit être libre, sans aucune pression, et donné en sachant très bien à quoi on s'engage. Et notez bien ça, le consentement n'a pas forcément besoin d'être écrit. Mais ce consentement, il peut être vicié, c'est-à-dire qu'il n'est pas valable. Par exemple, si on a été trompé exprès, c'est ce qu'on appelle le dol. Si on s'est trompé sur un point super important du contrat, c'est l'erreur. Et si on a été forcé, menacé, c'est la violence. Dans ces cas-là, le contrat est super fragile et peut être annulé. Troisième pilier, l'objet. L'objet, c'est tout simplement de quoi on parle. Quelle est l'opération au centre du contrat? Et bien sûr, il faut que cet objet soit légal. On ne peut pas signer un contrat valide pour vendre la Tour Eiffel, ça semble évident, mais c'est le principe. Quatrièmement, la cause. La cause, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je m'engage à payer cette somme? Parce qu'en face, on s'engage à me livrer un bien. C'est la raison profonde de l'accord. Et tout comme l'objet, cette raison doit être parfaitement légale et morale. Et on arrive enfin à la cinquième condition, la forme. Et là, attention, on a la réponse à notre question du début. En droit français, la règle générale, c'est ce qu'on appelle le consensualisme. Ça veut dire que le simple échange des consentements suffit. Donc oui, un accord verbal, s'il respecte les 4 autres conditions, est en principe tout à fait valide. Bon, comme dans toute bonne règle, il y a des exceptions. Pour des engagements très très importants, qui ont de lourdes conséquences, comme une hypothèque sur une maison, la loi impose une forme très précise. Par exemple, un acte signé devant un notaire. C'est une sécurité pour s'assurer que tout le monde a bien compris la portée de son engagement. Parfait. Maintenant qu'on connaît les règles du jeu, on va voir qu'il y a plein de familles de contrats différentes. Parce que tous les accords ne se ressemblent pas. Les classer, c'est un peu comme leur donner une carte d'identité. Ça aide à mieux comprendre ce qu'ils impliquent. La première distinction est super simple. Est-ce que tout le monde s'engage à faire quelque chose? Si oui, comme quand on achète du pain, l'argent contre le pain, c'est un contrat synallagmatique, c'est un échange. Mais si une seule personne s'engage, comme une promesse de don, c'est un contrat unilatéral. L'engagement est à sens unique. Ici, la question c'est, est-ce qu'on a pu négocier les termes? Si oui, c'est un contrat de gré à gré. Mais le plus souvent aujourd'hui, surtout sur Internet, on est face à un contrat d'adhésion. C'est le fameux « j'ai lu et j'accepte les conditions générales ». Un pavé énorme qu'on ne lit jamais. C'est littéralement à prendre ou à laisser. Ensuite, est-ce que c'est une histoire d'argent, d'avantages économiques? Dans un contrat à titre onéreux, oui. Chacun y trouve son compte financièrement. Une vente, une location. Mais si on fait quelque chose par pur altruisme, sans rien attendre en retour, là c'est un contrat à titre gratuit. C'est l'intention qui fait toute la différence. Certains contrats sont hyper prévisibles. On sait dès le départ ce qu'on donne et ce qu'on va recevoir. Ça, c'est commutatif. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu un pari sur l'avenir. Ils sont aléatoires. L'exemple parfait, c'est le contrat d'assurance.
on paye une somme certaine tous les mois en espérant ne jamais avoir besoin de la contrepartie qui, elle, est incertaine. Et enfin, une question de timing. Un contrat peut se faire en un claquement de doigts. J'achète ma baguette, c'est fait, l'histoire est finie. C'est une exécution instantanée. D'autres, au contraire, s'étalent dans le temps et créent une vraie relation, comme un contrat de travail ou un abonnement Netflix. Là, on parle d'exécution successive. Bon, on a vu ce qu'est un contrat, ses conditions de validité, ses différentes personnalités, mais la question ultime, c'est quelle est sa vraie puissance? Pourquoi est-ce que cette parole qu'on a donnée, cet accord, est si fort? Tout, mais alors absolument tout, est résumé dans cette phrase. C'est un principe fondamental. Une fois qu'un contrat est valablement formé, il devient une sorte de mini-loi privée qui s'applique uniquement aux personnes qui l'ont signé. Ça a le même poids, la même force qu'une vraie loi, mais à notre échelle. C'est juste énorme quand on y pense. Et cette force, elle a des conséquences très concrètes. Primo, on doit le respecter, point final. Deuxio, on ne peut pas le changer tout seul dans son coin, il faut un nouvel accord. Et tertio, si quelqu'un ne joue pas le jeu, l'autre peut aller voir les tribunaux pour forcer l'exécution. C'est la suite logique. Forcément, la promesse est rompue, l'accord n'est pas honoré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les armes à disposition de la personne qui a été lésée? En gros, le droit prévoit 3 grandes solutions. Si le préjudice peut être compensé par de l'argent, on peut demander des dommages et intérêts. Si le problème vient du fait que le contrat a été vicié depuis le début, on peut en demander la nullité, c'est-à-dire faire comme s'il n'avait jamais existé. Et enfin, si c'est encore possible et pertinent, on peut demander au juge d'ordonner l'exécution forcée pour obliger l'autre à tenir sa promesse. Alors voilà, la prochaine fois qu'on donne sa parole, qu'on serre une main ou qu'on clique sur « Accepter », la vraie question à se poser n'est plus seulement « Qu'est-ce que je suis en train de promettre ?», mais bien « À quoi est-ce que je m'engage légalement ?» Parce que maintenant, on le sait, une simple promesse peut avoir la force d'une loi.